Christian Estrosi, bonjour. Bonjour. Maire de Nice, président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Regardons l'actualité. Grève des enseignants, mais pas que des enseignants aujourd'hui. Grève des enseignants, des directeurs d'établissements scolaires, des parents qui soutiennent cette grève. Elle est massive. Le ministre Blanquer a dit on ne fait pas grève contre un virus. C'était au moins maladroit, à minima maladroit. Bon, d'abord, dire de M. Blanquer que ça a été un très très bon ministre de l'Éducation nationale qui a remis l'éducation de la République au cœur de l'enseignement, c'est essentiel de le dire et de le rappeler. C'est difficile de gérer la pandémie. On se retrouvait il y a quelques mois en plein confinement où on disait, vous vous rendez compte, les conséquences sur les enfants de ne pas être scolarisés pendant si longtemps, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Donc, je ne vais pas critiquer, je ne vais pas défendre. Vous défendez, là. Je dis c'est difficile. Oui. Et il y a une exigence d'entendre un message. Les directeurs d'école, les enseignants, les parents ont besoin de faire entendre un message. Mais en même temps, dites-vous aujourd'hui qu'avec la grève, ce sont les mêmes parents qui vont dire « bah oui, mais du coup, j'ai pas pu aller travailler parce qu'il a fallu que je garde mon enfant, etc. » Donc, la solution absolue, on ne l'a pas. Moi, j'en propose. Voilà, je pense que le ministre de l'Éducation nationale a besoin d'entendre que c'est traumatisant pour un enfant de devoir subir des tests dans lesquels il les subit à l'école. Se faire enfoncer quelque chose dans le nez, dans des conditions pas très formidables, que pour un directeur d'école ou un enseignant, avoir à gérer des normes qui changent tous les jours, c'est compliqué. Trois protocoles depuis le 3 janvier. Oui. Mais bien ça veut dire quoi? Ça veut dire une mauvaise gestion, de la pandémie à l'école? Non, ça veut dire, quoi? On essaie de comprendre et de voir comment on peut fermer le moins de classes possible en fonction de la dangerosité du virus. Vous comprenez la grève? Maintenant, est-ce que vous comprenez la grève? La grève n'est pas forcément la bonne solution. J'aurais préféré qu'il y ait un vrai dialogue où on se dise entre enseignants, ministère de l'Éducation nationale, parents, posons tout sur la table pour voir comment faire les choses. Donc ça a été mal géré. Moi j'essaie. Donc ça a été mal géré. Il n'y a pas eu de dialogue, ça a été mal géré. Je vous prends un exemple. Oui. Ce jour de grève, il est là, il a lieu. Et moi, je voudrais qu'on évite dans ma ville qu'il se propage dans les jours qui viennent. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ouvre sur le lieu de mon vaccinodrome dimanche. Du dépistage ouvert à tous les enfants et à toutes les familles parce que je préfère que ce soit un professionnel qui le pratique avant la rentrée de lundi avec la délicatesse nécessaire. J'ai le professeur Hoffman et le professeur Marquette du CHU de Nice qui ont inventé le test salivaire dont on sait qu'il n'est pas traumatisant. Je donne 2 autotests par famille et par semaine à partir d'aujourd'hui pour qu'ils puissent eux-mêmes à la maison regarder les choses et apporter à l'entrée de l'école la preuve qu'il n'y a pas de risque de contamination. De Nice, chaque famille à Nice va recevoir 2 autotests gratuits. Absolument. Donc j'ai commandé 90 000 autotests, ils sont livrés cette semaine et à partir de la semaine prochaine, tout le monde en dispose. Donc je voudrais qu'il y ait, et je le demande au ministre de l'Éducation nationale, un partenariat entre le ministère et les maires qui ont en charge l'accueil dans les écoles élémentaires et les écoles maternelles et que chacun prenne la mesure de l'inquiétude des parents. Et les masques FFP2, distribuer des masques FFP2 aux enseignants, oui, non? Certains le demandent, d'autres pas. Non. Vous savez, si on rentre dans ce débat de la marque, de la norme, du masque, etc., ne perdons pas de temps sur le sujet. Je ne me prononcerai pas plus que ça. Certains demandent la démission de Jean-Michel Blanquer. Pas vous? Non. Non. Sincèrement, aujourd'hui, on aura réussi ce que d'autres pays en Europe n'auront pas réussi, à maintenir la scolarisation des enfants. Vous savez, les conséquences psychologiques sur les enfants de ne pas avoir réussi ça dans d'autres pays est beaucoup plus considérable que nous ne l'avons subi en France. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un petit loupé qui peut être très facilement rattrapable. Ce jour de grève est un jour
qui doit poser la réflexion de chacun sur la table pour que le dialogue nécessaire, qui apporte les solutions pour la semaine prochaine, mais soit tenu. On ne demande pas à tout bout de champ, quand il y a un mécontentement, la démission d'un ministre, alors que pendant 5 ans, on a eu des réformes successives qui ont apporté de vraies réponses en matière d'école républicaine. Est-ce que ce mouvement fragilise le candidat Macron ? Non, je ne le pense pas. Bon. Je pense que ça fait partie, dans une gestion de pandémie, dans un univers de choses liées à la gestion économique, l'activité qui a reprise, un taux de croissance qui est là au rendez-vous à la fin de l'année, une gestion globalement sanitaire dont on ne peut pas dire qu'elle a été plus mal gérée qu'ailleurs. Lorsque moi qui suis frontalier, j'ai toutes les devantures qui sont ouvertes, qui travaillent, qui bossent, et qu'à Vintimille, à San Remo, de l'autre côté de la frontière, vous avez la moitié des enseignes qui sont fermées parce qu'ils ont fait faillite, ils ont mis la clé sur la porte, parce qu'ils n'ont pas été aidés par le gouvernement italien comme l'a fait le gouvernement français. Sincèrement, c'est un ensemble qu'il faut regarder. Christian Estrosi, passe vaccinal voté au Sénat. Quelques modifications dans le texte initial. Passe vaccinal pour les plus de 18 ans seulement. Vous dites oui ? Moi, je dis passe vaccinal tout simplement. Tout simplement. Que le Sénat aille aujourd'hui mégoter, dire par rapport à l'Assemblée nationale... Moins de 10 000 hospitalisations, plus de passes. Eh bien, c'est un très mauvais signe envoyé aux antivax, voyez-vous. Dire on met des plafonds, etc. C'est-à-dire qu'on rentre dans un système dérogatoire où on dit au fond aux antivax si il y a des proportions qui peuvent justifier en termes d'hospitalisation qu'on en fasse moins, chacun va se dire au fond on peut faire ce qu'on veut. Pas de vérification d'identité par les patrons de bars, cafés, restaurants. Enfin, si on soutient l'économie aujourd'hui, c'est justement grâce à ça. Et ce sont les premiers, les patrons de restaurants, d'établissements, de commerce, à vous dire merci d'avoir mis en place ce moyen qui nous permet de pouvoir maintenir notre activité, de ne pas avoir dans notre personnel de cas contacts trop nombreux, de ne pas avoir le virus qui circule dans notre personnel et de nous protéger pour que l'économie continue à tourner. Donc voilà, je ne comprends pas cette posture. Et pas de sanctions administratives contre les entreprises ne jouant pas le jeu du télétravail. Eh bien, nous devons, là où tous ceux qui ne jouent pas le jeu, je l'ai toujours dit... c'est une posture politicienne de la part du Sénat. Les vaccinés n'ont pas à payer pour les non-vaccinés. Voilà. Aujourd'hui, notre économie a tenu. En même temps que nous arrivons à gérer un système de santé plus ou moins en difficulté, parce que nous avons un taux de vaccination qui est supérieur à la moyenne de tous les autres pays de l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, que nous mettions des limites aux antivax qui, aujourd'hui, représentent 91% de ceux qui sont en réanimation ou en hospitalisation conventionnelle, et que les 9% qui restent sont ceux qui n'ont pas complètement effectué leur parcours vaccinal, je voudrais que chacun ait ça en tête, que ce qui constitue une menace dans notre pays sur l'activité, sur la santé de nos concitoyens, sont ceux qui restent dans des postures inacceptables. Alors, voilà pourquoi je veux une tolérance zéro dans ce domaine. Tolérance zéro, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'a fait le Québec, par exemple, qui a imposé une contribution même spéciale. Pour M. Djokovic, je trouve que ce que font les Australiens, c'est parfait. C'est parfait. Monsieur Djokovic, pour l'instant, il est inscrit dans le tableau de l'Open d'Australie et on attend la décision de la justice australienne. Oui, mais il pourra peut-être participer. Oui, mais je vois mal la justice australienne dire aux Australiens vous n'avez pas droit, mais Monsieur Djokovic, par rapport à la notoriété qu'il a, lui, il aurait droit. Oui. Et connaissant les Australiens, je pense qu'ils tiendront bon. Le Québec impose une contribution spéciale aux non-vaccinés. Oui, c'est bien. Mais vous le feriez, vous. Mais quelque part, en tout cas, à partir du moment où le pass vaccinal, où je serais même favorable à l'obligation de la vaccination. Vous êtes favorable à l'obligation vaccinale. Ceux qui ne seraient pas vaccinés, devraient être confinés chez eux dans les mêmes conditions que nous étions tous confinés au mois de mars et au mois d'avril 2020, et par ailleurs ne devraient pas avoir droit à accès à l'assurance chômage. Pas d'assurance chômage? Absolument. Comme au Canada? Comme au Canada.
pas d'assurance chômage pour les non-vaccinés. Non, parce que quand on fait prendre de tels risques à la société, eh bien, on doit en payer le prix. Qui receviez-vous lundi ? Le président de la République ou le candidat à la présidentielle Emmanuel Macron ? Le président de la République, qui, je vous le rappelle, a pris des engagements et les a tenus. Je vous rappelle qu'il y a un peu plus d'1 an, nous avions une tempête sans précédent qui s'abattait sur notre département. La tempête Alex, sur 3 vallées du Haut-Pays. Il avait dit, dans 1 an, je reviens. Je veux voir le bilan et je veux voir si les instructions que j'ai données à l'administration d'État ont été suivies aux côtés des collectivités. À l'époque, personne ne lui a dit « Monsieur, on ne veut pas que vous reveniez dans 1 an ». En même temps, qu'est-ce qui s'est passé? Alors que depuis 12 ans, je me bats pour que nous ayons, en matière de décentralisation, un des plus grands hôtels de police de France qui apporte la dignité et le respect nécessaires à nos policiers nationaux pour travailler. Mutualiser la police judiciaire, la police aux frontières, le renseignement territorial, la sécurité publique, en même temps que la première force de police municipale de France, sur lequel, sur le plan de relance, au mois de novembre, le Parlement a voté à sa demande 170 millions d'euros et 1 mois plus tard, il n'aurait pas le droit, aux côtés du maire de Nice, en termes de gestes de décentralisation, de venir lancer le projet. Inaugurer les travaux. Sans permis de construire, souligne Éric Ciotti d'ailleurs. Je vous précise simplement que les crédits ont été votés par le Parlement au mois de novembre, que c'est cette semaine que les plis dans les marchés publics ont été ouverts pour pouvoir désigner le lauréat et que d'ici 6 mois, le chantier sera démarré et livré en 2025. Que répondez-vous à Bruno Retailleau qui dit « Le président Emmanuel Macron dépense des milliards pour acheter l'élection présidentielle ». En l'occurrence, nous sommes en pleine décentralisation. Et moi, je veux rester sur ce thème de la sécurité décentralisée, puisqu'on est quand même dans le débat sur la sécurité. Donc, je veux préciser une chose. Quand Madame Pécresse appelle à boycotter les parlementaires LR des Alpes-Maritimes, ce qui est mis à disposition de la sécurité des Niçois. Ils ont boycotté d'un les maire de parlementaires. France. C'est-à-dire que Mme Pécresse peut appeler demain le maire d'un village qui se doterait d'une nouvelle brigade de gendarmerie pour la sécurité de ses concitoyens, ou de n'importe quelle ville de France, à dire ben non, il faut pas, c'est de la campagne électorale. Alors, enfin, bon, en matière de décentralisation, tenez, vous allez aussi me dire que c'est du programme électoral. Je suis désolé, mais le gouvernement et le président de la République, c'est le premier à dire, en matière de lutte contre la décentralisation, maintenant, les associations qui se font prendre à des appels en matière de radicalisation qui sont inacceptables, des écoles, des mosquées, on va les fermer. Monsieur le maire de Cannes, qui est le premier à dénoncer telle et telle mesure, a écrit au président de la République en disant « j'ai un problème dans ma mosquée ». À Cannes, eh bien, la décision a été prise par le président de la République, par le ministre de l'Intérieur, d'engager la procédure de la fermeture de la mosquée de Cannes. On ne peut pas, d'un côté, la mosquée de Cannes sera fermée. En tout cas, la procédure administrative. La procédure est engagée. Et je suis convaincu qu'elle va aboutir parce qu'il y a un certain nombre d'éléments probants que légitimement M. Lisnard dénonce et que légitimement le ministre de l'Intérieur et le président de la République se mettent en situation d'y répondre très clairement. Donc, le président de la République est président de la République jusqu'au dernier jour. Il prend des mesures. Il lance un chantier à Nice d'un hôtel de police hors norme, avec un centre d'hypervision qui va apporter les réponses les plus modernes pour le 21e siècle en termes d'intelligence artificielle qui plus est. Et puis, dans la lutte contre la radicalisation à Cannes, il est présent. Il y va, il prend les décisions. Il faut arrêter de dire qu'on est en campagne. Je dis à Madame Pécresse, un peu de dignité. Si vous avez la prétention d'être une femme d'État, vous ne pouvez pas, contre les citoyens d'une ville, d'un village, d'une ville moyenne, en appeler à vos parlementaires pour qu'ils ne respectent pas ce qu'attendent les citoyens et les élus locaux. Bien, Christian Estrosi, les parrainages. D'abord, est-ce que Emmanuel Macron vous a confié qu'il allait être... bon, il sera candidat, mais quand? Vous a confié à la fin de la pandémie? Il ne me l'a pas confié. Dès la décroissance de l'épidémie. C'est ce que tout le monde pense. Les parrainages, Marine Le Pen... On peut le penser, moi aussi. Vous aussi, vous le pensez. Bon, très bien. Les parrainages, Marine
Marine Le Pen affirme que les élus LR, poussés par le parti et les équipes de Valérie Pécresse, pourraient parrainer Éric Zemmour. Vous le croyez ? Vous avez entendu parler de ça dans votre région ? De la part de certains, ça ne m'étonnerait pas. C'est-à-dire vous avez quand même entendu des propos assez favorables à M. Zemmour de la part d'Éric Ciotti. D'éléments. Par exemple. Je vous laisse la responsabilité des noms que vous citez. Mais il y en a d'autres. Il l'a dit ici. Il y en a même qui le rejoignent plus tôt que prévu et d'autres qui le rejoindront naturellement sans doute plus tard. Mais nous voyons bien que dans cette hystérisation du débat où plutôt que d'être dans le sérieux et de se montrer gestionnaire, plutôt que d'apporter une solution, des solutions à la sécurité, on rentre dans la politique des slogans, les Guantanamo, les oranges mécaniques, les je ne sais quoi encore. Et le Karcher. Valérie Pécresse qui veut ressortir le Karcher de la cave pour nettoyer les quartiers. On vous déterre. Voilà, la solution. Ah, mais moi, je vais chercher le Karcher à la cave. C'est une expression rouillée. Je préfère sincèrement, parce que j'ai horreur des petites polémiques, moi, à la politique des solutions. Moi, je trouve, par exemple, que les propositions que je formule depuis des années en décentralisation de la sécurité, j'y ai répondu. En matière de renseignement, que le président de la République dise les services qui sont dispersés entre le ministère de l'Intérieur, de la Défense, de Bercy, du ministère des Affaires étrangères, soient recentralisés, alors que nous savons que c'est par le renseignement que nous éviterons le plus de problèmes possible, qu'en matière de cybersécurité où l'intelligence artificielle est déjà utilisée par ceux qui menacent nos libertés, il y ait 7,5 milliards de mis sur la table pour pouvoir agir plus efficacement et donner des armes. Qu'en matière de lutte intrafamiliale, ce drame, ces féminicides, Lisa, mon agent municipal qui a été étranglé au lendemain du jour de l'an, qui laisse 4 enfants derrière elle, avec des faits qu'elle avait signalés au commissariat de police. Aujourd'hui, le président de la République dise, voilà, il y aura des tiers-lieux où vous pourrez déposer plainte chez un avocat, chez une amie, au centre communal d'action sociale, que d'autre côté, en même temps, on permette à une association, lorsqu'une femme a peur d'aller déposer plainte, de le faire à sa place. Ça, ce sont des choses concrètes dont personne n'avait parlé jusque-là. Et nous savons combien... là où il y a tant de souffrance chez les femmes qui n'osent pas aller déposer plainte, aujourd'hui, parler de ces sujets, c'est du concret. Ne rentrons pas dans les polémiques. Le débat présidentiel doit avoir lieu, mais qu'il ait de la hauteur, s'il vous plaît. J'ai une dernière question, Christian Estrosi. Hier soir, Éric Zemmour a reparlé de la loi SRU. Vous savez, c'est cette fameuse loi, vous êtes concerné, puisque ça concerne les maires, les mairies, les communes. C'est cette loi qui impose 25%, la construction de 25% de logements sociaux. Il veut supprimer cette loi et il dit, en France, il y a trop de logements sociaux. Que lui répondez-vous ? Nous n'avons pas assez de logements pour les actifs. Mais les règles de la loi SRU ne sont pas parfaites. Donc elles méritent aujourd'hui d'être adaptées. Qu'aujourd'hui, ce soit les services de l'État ou les préfets, et ça c'est un manque de décentralisation, qui disent votre quota, ça doit être ça, et en plus c'est nous qui vous imposons les publics qu'on doit y mettre. Moi aujourd'hui, mon territoire attire des industries, de l'immobilier d'entreprise, des laboratoires, de grandes écoles pour les étudiants. Et j'ai besoin de pouvoir affecter des logements à des salariés qui soient issus de ma ville, de mon territoire, de mon département, de ma région, soit qui viennent de l'extérieur pour apporter ces emplois qualifiés à ceux qui répondent à l'attractivité de mon territoire. Et je ne peux pas décider avec la loi SRU de qui... Donc il faut la supprimer, Zemmour a raison. Donc il ne faut pas la supprimer du tout, parce que ce serait une catastrophe. Le droit au logement, c'est un droit pour tout le monde. Et il y a des familles qui, avec dignité... Vous savez que la ville de Nice a 60% de gens qui ont un revenu en dessous
du seuil qui vous donne droit à accès à un logement social. Ce sont des familles qui vivent dans la dignité, ce sont des classes moyennes souvent qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder dignement à un logement. Donc je ne suis pas du tout d'accord avec Monsieur Zemmour, mais par contre je fais partie de ceux, j'ai pas attendu Monsieur Zemmour pour cela, qui avec notamment mon association La France Audacieuse et de nombreux maires de France, 25% c'est trop, il faut de la mixité sociale, et il faut aussi répartir les priorités de ceux qui doivent accéder au logement, et notamment les actifs dont nous avons besoin, qui doivent être prioritaires pour que nous attirions des entreprises qui naturellement créent de l'emploi et de la richesse et de la croissance. Donc voilà, je veux un meilleur équilibre dans une nouvelle loi SRU, mais je dis à Monsieur Zemmour, arrêtez de tirer à boulet rouge sur celles et ceux qui ont besoin aussi d'accéder à la dignité par le logement. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV 8h53.